Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la lutte contre le terrorisme au Sahel dans les prérogatives du gouvernement tchadien. Le président Idriss Déby Itno annonce à cet effet l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En Afrique du Sud, l'agriculture continue de performer malgré la crise sanitaire mondiale. Les exportations agricoles ont généré plus de 10 milliards de dollars en 2020. Et puis, la candidature du Tchadien Abakar Djerma Aoumi pour la présidence de l'Union africaine de judo reçoit du soutien. L'Union africaine de judo votera son président le 18 mai prochain. Mais tout d'abord, au Nigeria, des centaines d'élèves et plusieurs professeurs ont une fois de plus été enlevés ce mardi 16 février par des hommes armés dans un pensionnat du centre-ouest. Si le nombre exact d'élèves enlevés n'a pas encore été divulgué, on sait d'ores et déjà qu'un étudiant a malheureusement été abattu. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et des otages en vue d'une éventuelle opération de sauvetage ordonnée mercredi 17 février par le président Muhammadu Buhari. Notons que ce nouveau rapt intervient 2 mois après l'enlèvement de 344 adolescents dans un pensionnat de l'état voisin de Katsina par des groupes criminels. Ils avaient été libérés une semaine plus tard après des négociations avec les autorités. Sécurisation du Sahel. Le président tchadien Idriss Déby Itno annonce le déploiement de 1200 soldats tchadiens dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Objectif, mieux lutter contre la menace terroriste dans la sous-région. Les précisions de Philomentine. La force militaire du G5 Sahel tant souhaitée pourrait bientôt voir le jour. L'envoi de soldats tchadiens initialement annoncé il y a 1 an lors du précédent sommet de Pau dans le sud-ouest de la France est en train de se concrétiser. 1200 soldats déjà stationnés seront déployés dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes. Ce qu'il faut comprendre, l'envoi des 1200 soldats, notamment dans la zone sahélienne, confirme déjà la volonté de domination que l'armée tchadienne veut inculquer dans cette organisation. Donc il est donc évident aujourd'hui que cet envoi des troupes est un signal fort à la communauté internationale que l'armée tchadienne ne souhaiterait pas perdre le contrôle actuel du G5 Sahel. Au cours de cette 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays du G5 Sahel dans la capitale tchadienne N'Djamena, les questions sécuritaires mais aussi le développement de cette partie de l'Afrique en proie à la menace terroriste qui s'étend vers les façades maritimes est et ouest de l'Afrique devront être abordées. Le sommet du G5 Sahel au Tchad confirme davantage la diplomatie du non-dit, du sommet de Pau jusqu'au sommet de N'Djamena, quasiment 12 mois, et les évolutions dans la doctrine diplomatique de certains États. Et ce qui n'a pas été condamné officiellement dans le communiqué de N'Djamena semble être accepté par l'ensemble des États membres du G5 Sahel, à savoir ouvrir des brèches de négociation avec certains groupes djihadistes. La situation sécuritaire dans le Sahel n'a cessé de se dégrader depuis 2015. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, l'année 2020 s'est avérée la plus meurtrière en matière de violence commises par les militants extrémistes au Sahel, avec environ 4250 décès. Également, la barre des 2 millions de déplacés a été franchie en janvier dernier. L'agriculture au secours de l'économie sud-africaine. En 2020, et ce malgré la crise sanitaire, le secteur agricole s'est imposé comme l'une des principales locomotives de la reprise de l'économie durant cette période difficile. Selon un rapport de la Chambre des entreprises agricoles du pays, les exportations agricoles ont rapporté 10,2 milliards de dollars l'an dernier. Les détails avec Lorita Simbo. En Afrique du Sud, selon les données publiées le 15 février 2021 par la Chambre des entreprises agricoles du pays, les exportations agricoles ont rapporté 10,2 milliards de dollars en 2020. Si ce chiffre marque une légère hausse de 3% par rapport à l'année précédente, il représente surtout le second plus haut niveau de l'histoire du pays, après le record de 10,7 milliards de dollars affiché en 2018. Malgré la mauvaise situation de l'économie mondiale liée au coronavirus, le secteur agricole reste l'un des secteurs ayant tiré son épingle du jeu. En affichant cette performance exceptionnelle, le secteur agricole sud-africain s'inscrit dans cette même dynamique qui est aussi imputable à une production agricole importante et qui a permis aussi d'augmenter le volume d'expédition et d'améliorer la position concurrentielle des produits sur le marché mondial avec notamment la faiblesse de la monnaie locale, à savoir le rand.
Selon la Chambre des entreprises agricoles du pays, cette prouesse a été le résultat d'une production agricole importante qui a permis d'augmenter le volume des expéditions et d'une meilleure compétitivité des produits sur le marché mondial avec la faiblesse de la monnaie locale, le rand. Sur la période, les principaux produits exportés en valeur ont été les agrumes, les raisins, le vin, les pommes, le maïs, le sucre et les jus de fruits entre autres. Récemment, l'Afrique du Sud a entrepris des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. Comme les conditions météorologiques difficiles pèsent souvent sur les performances agricoles, les autorités doivent continuer à réinventer l'agriculture, ce qui nécessitera de poursuivre les réformes pour sécuriser l'accès au foncier, d'investir de manière intelligente pour moderniser la filière et former les agriculteurs aux nouvelles techniques de production pour améliorer les rendements. Une nécessité quand on sait que l'agriculture est l'un des principaux contributeurs à la croissance économique du pays. Avec ce résultat positif, l'Afrique du Sud vient de confirmer encore une fois son statut de leader agricole du continent africain et demeure l'un des pays rares à afficher un excédent net agricole. Notons que le secteur fournit environ 13% des exportations de marchandises et représente près de 5% du PIB sud-africain. Après des mois de tractation, les autorités kenyanes et le FMI sont enfin parvenus à un accord sur les politiques économiques et structurelles. L'accord prévoit le décaissement de 2,4 milliards de dollars sur 3 ans pour accélérer la reprise économique alors que la dette se creuse et inquiète les bailleurs de fonds. Mildred Diamond. Nouveau cadre de coopération entre le Fonds monétaire international et le Kenya. Le pays vient d'obtenir une facilité de financement de l'institution financière pour la mise en œuvre d'un nouveau programme de réforme. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié le 15 février 2021. Ce programme aidera à réduire la vulnérabilité de la dette grâce à un effort visant l'augmentation des recettes fiscales et un contrôle strict des dépenses, ce qui permettrait de préserver les ressources pour protéger les groupes vulnérables. Il va remédier aux faiblesses des entreprises publiques tout en renforçant la stabilité financière et la lutte contre la corruption. À l'issue de cette aide financière, 2,4 milliards de dollars seront mis à disposition du Kenya pour accompagner sa reprise économique. Les fonds contribueront à stabiliser et réduire le niveau de la dette du pays et à poursuivre son programme de réforme structurelle, ce qui améliorera les performances du secteur financier. Ce programme devrait s'étaler sur 3 ans, selon le communiqué du Fonds monétaire international. Toute la question aujourd'hui, c'est que sans argent, sans financement alloué correctement, il est difficile qu'un pays se développe. Il est important que l'appétit de l'argent, des moyens financiers pour le Kenya devienne important. Mais en fait, si cet argent va dans les infrastructures de base pour faciliter et améliorer la compétitivité du pays, il n'y a aucun problème. Et le niveau d'endettement est une question qui est suivie de près par les parlements des pays. Et c'est au Parlement kenyan de pouvoir regarder si oui ou non le niveau d'endettement est soutenable par rapport aux ambitions. Parce qu'en fait, le plus important, ce ne sont pas les ratios ou ce ne sont pas les montants. Le plus important, c'est la projection et la capacité du pays à pouvoir rembourser. En 2021, le FMI s'attend à une croissance économique de 7,6% pour le Kenya. Au cours des derniers mois, le pays a engagé des négociations avec plusieurs de ses créanciers pour obtenir des moratoires sur le remboursement de sa dette. Une stratégie qui vise à consacrer les ressources destinées au service de la dette à la mise en œuvre de programmes sociaux. Les voyants économiques sont également en rouge en Tunisie. Le PIB affiche un recul historique de 8,8%. Derrière cette dégringolade sont pointées les baisses de la valeur ajoutée dans 3 secteurs majeurs, les industries manufacturières, les industries non manufacturières et les services marchands. Mildred Diamond nous en dit plus. L'économie tunisienne s'est rétractée de 8,8% en 2020 comparé à l'année 2019. Selon un rapport publié par l'Institut national de la statistique le 15 février 2021, au cours du 4e trimestre 2020, le produit intérieur brut du pays a diminué de 6,1% par rapport à la même période en 2019. La Tunisie a la force d'avoir un secteur agroalimentaire très diversifié et compte tenu du changement climatique, les demandes et les commandes des produits tunisiens vont demeurer les mêmes et vont peut-être augmenter, et cette augmentation-là va permettre à la Tunisie de stabiliser ses recettes d'exportation. Ça, c'est un avantage. La Tunisie va beaucoup profiter de la zone de libre-échange continentale parce que la Tunisie a une diversité des exportations
exportations qui vont aussi trouver marché à l'intérieur du continent africain et les débouchés de ces exportations vont permettre à la Tunisie d'être plus résiliente que les autres économies qui ne sont pas aussi diversifiées. Ce résultat s'explique par une baisse importante des activités enregistrées dans les secteurs clés du pays, notamment de l'industrie, du tourisme, de l'agriculture, du textile et des services. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent par ailleurs que la valeur ajoutée des industries manufacturières a enregistré au cours du 4e trimestre 2020 une chute de 4,5% comparée à la même période en 2019. Tout l'aspect Brexit avec l'Europe a frustré et a étouffé l'enthousiasme des exportations tunisiennes vers l'Europe et a ralenti complètement tout un pan de l'industrie agroalimentaire des exportations tunisiennes vers l'Europe. Alors ces trois actions ont eu un effet assez négatif au début de l'année 2021, mais beaucoup plus à la fin de l'année 2020. La Tunisie devra non seulement prendre les dispositions contre le Covid, mais être capable d'héberger toute cette demande des services touristiques. En revanche, le secteur de l'industrie des matériaux de construction et de la céramique a connu une croissance de 1% en 2020. Pour remédier à la crise économique que traverse le pays, le gouvernement tunisien travaille pour améliorer les services sociaux de base et le climat des affaires. Direction le Tchad à présent, où le président du comité olympique et sportif Abakar Djarma est plébiscité pour la présidence de l'Union africaine de judo. Expérimenté et très engagé dans la promotion de cette discipline en Afrique, le Tchadien est en lice contre le candidat malgache Siteni Randéa Nassol Naiko. Un reportage signé Mahamat Ramadan. Porté par une trentaine de pays, le président du comité olympique et sportif tchadien, Abakar Djarma, est candidat au poste du président de l'Union africaine de judo. Dans le cadre des campagnes pour les élections prévues le 18 mai 2021 à Rabat au Maroc, une vingtaine de fédérations des différents pays qui soutiennent la candidature du Tchad ont organisé ce 14 février 2021 à Djamena une journée de réflexion pour comprendre les enjeux et proposer des stratégies de développement de cette discipline sur le continent. On a préparé tout le programme ensemble et l'ayant préparé ensemble, dans quelques mois, en mois de mai à Marrakech, il sera élu et c'est ce programme qui sera mis en œuvre. C'est un programme qui a été étudié par des Africains, qui a été étudié par des présidents de fédérations et non un programme qui est copié ou bien qui est dicté par je ne sais qui de l'extérieur de l'Union africaine de judo. Totalisant 12 ans d'expérience en management international associatif, 21 ans d'expérience en éducation et coaching en arts martiaux et 6 ans d'expérience en organisation des compétitions continentales et internationales, le candidat tchadien est mieux outillé pour redynamiser cette organisation sportive continentale d'après de nombreux acteurs sportifs africains. Les meilleurs judokas mondiaux aujourd'hui sont pour la plupart africains et les meilleurs 4 judokas français sont tous des Africains. Donc c'est pour dire que au niveau de l'Afrique, ce qui a manqué, c'est le côté organisationnel et c'est l'accent sur lequel nous avons basé notre plan stratégique et je crois que nous sortons d'ici regardez du travail que nous avons effectué et aujourd'hui ce projet commun permet maintenant, ce n'est pas seulement Abakar Djarma, ce n'est pas seulement les 4 ou 5 postulants qui vont défendre ce projet, mais c'est tous ces 20 pays-là qui s'approprient le projet et que chacun défend le projet pour convaincre. L'un des points forts du candidat tchadien est la promotion de la discipline de judo à la base, une expérience qu'il a su mettre en œuvre au niveau national. Pour rappel, au-delà de la confiance de ses pairs, Abakar Djarma a le soutien du gouvernement tchadien qui l'accompagne durant cette phase de préparation électorale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.